Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un paysage à la fois désolé et banal. Un lieu où l'on passe 1000 fois dans sa vie et qui vous paraît sans intérêt. C'est là pourtant qu'a eu lieu le crime. Un metteur en scène américain du temps du noir et blanc en aurait sûrement fait le cadre d'un beau suspense. Sous la caméra, dans l'obscurité, sous le faisceau des phares qui s'annoncent là-bas derrière les arbres et qui vont déboucher bientôt dans notre champ de vision, cette petite route française se transfigure et s'emplit de mystères. Oui, décidément, cela serait un bon point de départ pour un film policier. Et les personnages aussi. Ce gros homme au triple menton, dont on se demande comment il arrive à glisser son embonpoint remarquable derrière un volant, ce gros homme au passé mystérieux qui vit dans son petit magasin mal rasé et pas lavé et qui se fait photographier dans son beau complet avec une pochette voyante, sa figure de lune couronnée d'un borsalino aux bords impeccables. Voilà une silhouette intéressante. Et cette jeune femme, trop jolie pour lui, qui court dans la forêt en portant son bébé dans une couverture, n'est-elle pas aussi digne de captiver les spectateurs? Grégory Franck nous invite à les voir vivre, souffrir et mourir. Car aujourd'hui, la mort attend au grand tournant. Il était 10h30, enfin 22h30, monsieur le commissaire, lorsque j'ai entendu frapper. Monsieur Charal essaie de circonstancier au mieux son témoignage, comme il pense devoir le faire, afin de le rendre clair aux policiers. Monsieur Charal, c'est le fermier des Soyères, un lieu-dit non loin du Collet d'Oisieux. Oh, vous me direz que ces noms-là ne vous sont peut-être pas très familiers. Sachez alors que tout cela se situe à peu de distance du mont Pilat, non loin de Saint-Étienne. Et monsieur Charal est l'un des premiers témoins entendus par le commissaire principal Chalon, chef adjoint de la 2e brigade mobile judiciaire. Témoignage intéressant mais bref. Oui, il était 22h30, quelqu'un a frappé à la porte de la grange. On a frappé à toute volée. Et puis, j'ai entendu une voix de femme qui criait « Aidez-moi, aidez-moi! Mon mari vient d'être tué !» Alors, j'ai ouvert les volets pour essayer d'y voir quelque chose, mais il faisait tellement noir, j'ai aperçu une silhouette, quelqu'un qui portait un paquet blanc, et j'ai tout de suite pensé à une femme avec son gosse dans les bras. Je me suis dit « Tiens, il y a encore eu un accident là-haut au grand tournant. » Alors, vous savez, c'est déjà arrivé plusieurs fois, monsieur le commissaire. La route est mauvaise. Ma maison est à peu près le seul endroit où l'on puisse trouver de l'aide dans les environs. Enfin bref, le temps que je descende, que j'aille jusqu'à la route, la femme avait disparu. J'ai vu juste les feux arrière d'une voiture qui démarrait en faisant grincer ses pneus. Le fermier n'a rien de plus à dire. On fait alors entrer le second témoin, monsieur Rivory, l'hôtelier du plateau des Trois Dents au col de Léon. C'est lui, le conducteur de l'automobile aux pneus qui crissent. J'ai vu cette dame surgir du chemin de la ferme. Elle s'est mise au milieu de la route et m'a fait des grands signes, alors j'ai freiné sur place. Elle s'est engouffrée à côté de moi. Elle était toute retournée et elle serrait contre elle son bébé enveloppé dans un burnous blanc. Elle m'a dit qu'un malheur était arrivé, que son mari était mort, qu'il fallait faire quelque chose. Alors j'ai roulé jusque chez mon confrère, l'hôtelier Guérin, 2 kilomètres avant Pélussin, et c'est de là que j'ai appelé les gendarmes. Ils sont arrivés très vite. Fin du 2e témoignage. Le commissaire Chalon se tourne vers son adjoint Meyer. Il lui fait signe d'entrouvrir la porte. On aperçoit alors dans la pièce voisine une jeune femme effondrée dans un fauteuil, le regard perdu dans le vague. « Elle s'est reprise un peu ?» demande Chalon. « Bon, pas plus que ça » fait Meyer avec une grimace. Tant pis, il faut que je l'interroge maintenant. Chalon passe à côté, la jeune femme sursaute. « Oh, madame, je sais parfaitement ce que cela peut avoir de pénible pour vous, mais je vais vous demander de me raconter ce qui s'est passé. »
Mais je l'ai déjà dit aux gendarmes cette nuit. Vous êtes à la police ici. Ah bon? Alors voilà, nous sommes allés dîner hier soir avec mon mari à l'auberge du Collet. Nous avions emmené ma fille. Quel âge a-t-elle, madame? 4 mois. Nous avions repris la voiture pour rentrer au péage du Roussillon où nous habitons. En route, je me suis senti un petit peu barbouillé et j'ai demandé à Jo de s'arrêter. Je suis descendu sur la route avec la petite dans mes bras. L'air frais m'a fait du bien. J'ai marché doucement en remontant vers le col. Vous êtes allé loin? Oh, 20, 30 mètres, pas plus. En marchant, j'ai vu des phares qui éclairaient derrière le tournant. Alors je me suis mis sur le bord. Une voiture est passée assez vite. Une seconde est arrivée juste après et m'a croisé un peu plus lentement. J'ai continué à marcher et puis tout d'un coup, j'ai entendu 3 coups de feu derrière moi. Je me suis retourné. La deuxième voiture était arrêtée à la hauteur de la traction de mon mari. Un homme est remonté à bord, a claqué la portière et il a démarré brutalement. J'ai couru vers la traction, mon mari était renversé sur les coussins, il saignait beaucoup. J'ai tout de suite compris qu'il était mort. Est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions sur cette deuxième voiture? Oh. Vous savez, tout cela a été si vite. Dans quelle direction est-elle repartie? Vers le bas? Vers la vallée? Quelle marque de voiture? Je sais plus. Une 203 peut-être, oui. Une 203 de couleur claire. Et le conducteur? Il était grand. Oui, grand. C'est tout ce que je peux dire. Commissaire Chalon retrouve ses collaborateurs. Bon. Mes enfants, on n'a déjà pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais à chaque heure qui passe, les indices s'effilochent. Alors on fonce, Vincent, à l'hôpital de Pélussin pour les résultats de l'autopsie. Meyer, à l'auberge où ils ont dîné, je veux tous les détails. Couder, avec moi, direction le lieu du crime. Et prends ton adjoint avec toi. L'adjoint, entre guillemets, de Couder, c'est le chien, Arras 5. Un crack dans sa spécialité, un précieux auxiliaire de police, capable de vous renifler une piste après 2 jours et une chute de neige. Le lieu du crime, c'est le site appelé le Grand Tournant. Un large virage au milieu de la forêt de pins. Depuis la veille au soir, les gendarmes de Pélussin montent la garde autour de l'automobile dont les coussins avant portent une large tache de sang. L'adjoint à 4 pattes a beau faire donner son flair au maximum, tourner et retourner dans le sous-bois, il ne trouve rien. Que cherchent d'ailleurs les enquêteurs? D'abord, à tout hasard, on peut toujours rêver, l'arme du crime. Mais ne soyons pas trop exigeants, et si ce brave chien pouvait nous dénicher dans les taillis alentours l'un des 2 portefeuilles de la victime, ça ne serait déjà pas si mal, étant donné la précipitation de l'assassin, il y a peut-être laissé ses empreintes. Je sens que quelque chose vous paraît anormal dans ce que je viens de dire, oui. Oui, j'ai parlé effectivement de l'un des 2 portefeuilles. C'est parce que Johanny Carré, le mort de cette nuit, portait bien 2 portefeuilles sur lui. Alors c'est une vieille habitude que conservent de nombreux maquignons, les bouchers, les charcutiers aussi. Et comme Johanny Carré avait sa principale activité dans la charcuterie, il transportait ces 2 portefeuilles sur lui tout le temps. Un pour les affaires personnelles, l'autre pour les affaires tout court. Ils ont été volés tous les 2 par le meurtrier. Et ils contenaient, paraît-il, beaucoup d'argent. Mais de portefeuille, point. Ni autre chose d'ailleurs. Arras 5 revient bredouille. Il ne reste plus au commissaire qu'à examiner la voiture, laquelle ne révèle d'ailleurs rien de passionnant, puis à rentrer rue Vauban à Lyon, en attendant le retour de ses collaborateurs et des renseignements qu'ils auront pu glaner de leur côté. D'ailleurs, voici l'officier Vincent de retour de l'hôpital de Pélussin. Alors mon vieux, cette autopsie. Bien, la mort a été donnée par 3 coups de feu, le premier à bout touchant, les 2 autres à bout portant. Le calibre? À ce moment, l'officier de police met sa main devant sa bouche pour dissimuler un sourire. Eh bien, du 22 long rifle pour 2 d'entre elles. Ah, 2 seulement. Et la 3e? L'officier de police sourit encore. Excusez-moi, patron, je ris, mais en fait, il n'y a rien de drôle, c'est plutôt nerveux. Mais...
Enfin, bon. C'est quand même pas commun. Voilà. La troisième balle. Oui. Eh bien, la troisième balle, on l'a pas retrouvée. Quoi? Ben, elle a dû ressortir. On va la retrouver dans la voiture. Non, non. non. Elle est pas ressortie. Elle s'est perdue. Perdue. Bah oui. Elle s'est perdue dans la masse du corps. Vous comprenez, il était tellement gros, tellement énorme, ce Johanny Carré, que les toubibs ont beau fouiller dans tous les sens, ils n'arrivent pas à remettre la main sur cette fichue troisième balle. Avouez que c'est marrant. Bon, oui, si on veut. Bon, enfin, il y a tout lieu de supposer que la troisième est du 22 long rifle aussi. Ce serait tout de même étonnant que l'assassin ait utilisé 2 armes différentes pour tirer à bout portant. Et de toute manière, Jeannette Carré, qui était un peu plus loin sur la route, a entendu 3 coups de feu successifs très rapprochés. Alors, va pour le 22 long rifle, ce qui nous arrange pas beaucoup d'ailleurs parce que les 22, il y a quand même pas mal en circulation. Ah, voilà Meyer. Votre visite à l'auberge a donné quelque chose? S'il en veut, chef. Je suis arrivé là-bas, c'est presque en haut du col, vous savez, un endroit qui s'appelle la Croix du Collet. Vous pensez bien qu'ils étaient déjà au courant et complètement retournés. J'ai pas pu parler à la serveuse qui s'est occupée de notre couple hier soir, elle vient seulement en extra, mais j'ai discuté avec les patrons. Il paraît que ça fait 4 ans que Johanny Carré et sa femme Jeannette venaient dîner tous les dimanches soirs là-haut. Hier soir, ils sont restés les derniers, le gros Johanny buvait une fine en regardant le film à la télé. Jeannette est venue s'asseoir à la table du personnel à partir de 9h30. On lui a préparé un biberon pour la petite et elle lui a donné en bavardant avec les gens de l'auberge. Puis ils ont payé, ils sont partis. RAS, comme on dit. Oui, rien à signaler, ça commence à m'énerver cette histoire où il n'y a jamais nulle part. Rien à signaler, enfin. Il doit bien avoir un indice, un point de départ, une amorce de piste. Voyons, comment est-ce qu'ils étaient? Enfin, je veux dire, entre eux, le charcutier et sa femme, elle l'a laissé tout seul devant la télé, ils étaient en froid pendant la soirée, ils se sont disputés. Non, là, patron, je crois que vous faites fausse route. Justement, s'il y a une chose que le personnel a remarqué, c'est que le mari et la femme avaient l'air de bien s'entendre hier soir. Elle était tout le temps au petit soin pour lui, la tête sur son épaule. Enfin, la grande tendresse, quoi. Même que ça faisait un bon bout de temps qu'on ne les avait pas vus comme ça et que les aubergistes ont pensé que c'était de nouveau la lune de miel. Peut-être à cause de la naissance de la petite. Ça a dû les rapprocher. Qu'est-ce que vous venez de dire, Meyer? Que la petite avait dû les rapprocher. Non, juste avant. Que ça faisait un bout de temps qu'on les avait pas vus comme ça. Génial, mon vieux. Vous êtes génial, Meyer. Moi, patron? Oui, mon vieux. Vous l'avez là, votre détail insolite. Vous venez de mettre le doigt dessus. Ça faisait combien de temps? 8 ans qu'ils étaient mariés, je crois, hein? Bon. Et vous trouvez ça normal, vous, que hier soir, ils retombent dans les bras l'un de l'autre et que moins d'1 heure plus tard, on retrouve le mari flingué sur la route par un soi-disant rôdeur? Non, mon vieux, non, ça ne colle pas. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ne collent pas dans cette histoire. On essaie de nous mener en bateau. Voilà le grain de sable qui vient de se glisser dans un mécanisme trop parfait. Et très vite, l'engrenage va s'arrêter. Et d'une manière, chers amis, qui va vous surprendre. Les récits extraordinaires Donc, de Pierre premier indice Bellemare, d'une un atmosphère podcast inhabituelle. Europe 1. Dans le mystère de la mort de Johanny Carré, au lieu dit le Grand Tournant, la coïncidence de ce drame avec un brusque regain d'affection moins d'1 heure avant de la part de sa femme Jeannette, qui est d'ailleurs pour l'instant le témoin principal. Or, si on oublie son chagrin apparent de veuve récente, si l'on fait abstraction de sa position de jeune mère serrant son bébé dans ses bras, si l'on prend pour hypothèse que nous nous trouvons simplement devant une femme qui ment, simple hypothèse de travail, n'est-ce pas? Alors que se passe-t-il? La scène du crime, la scène essentielle parmi les éléments que nous possédons, a très bien pu ne pas se dérouler du tout comme elle l'a raconté. Le commissaire imagine le couple quittant l'auberge. La jolie jeune femme en tailleur clair avec sa petite fille contre elle, le gros homme qui se dandine à sa suite et va glisser ses 135 kilos péniblement derrière le volant de sa traction gris-bleu toute neuve. On démarre, on redescend vers la vallée, et juste après le grand tournant, la jeune femme se plaint. On s'arrête, elle descend avec la petite. Pourquoi avec la petite en plein vent, en pleine nuit? Le gros homme est resté seul. Un bruit sur la route. Une voiture qui s'arrête tout contre la sienne.
Il tourne avec difficulté sa tête et son torse, qui ne font plus qu'un, et dans un éclair, en pleine face, il reçoit la mort. La mort qu'il attendait au grand tournant. C'est drôle, pense le commissaire. C'est drôle cette expression qui vient d'elle-même, comme si, à un endroit appelé le grand tournant, la mort ne pouvait pas survenir par hasard, comme si elle se devait d'attendre. C'est tellement pratique ce tournant isolé mais bien caractéristique. Si l'on voulait s'arrêter à un endroit précis en pleine nuit pour un rendez-vous, on est sûr de ne pas se tromper. Pour un rendez-vous ou pour un guet-apens. Entre-temps, d'autres inspecteurs sont allés faire une perquisition à Perche-de-Roussillon au domicile du charcutier et de sa femme. C'est le commis Albert Morel qui leur a ouvert. Il habite chez ses patrons. Dans sa chambre, les inspecteurs ont remarqué un étui à pistolet, un 22 long rifle. Ils ont eu un espoir, mais vite déçus par la promptitude avec laquelle le commis va jusqu'à sa voiture et leur rapporte l'arme qu'il leur donne bien volontiers avec un grand sourire. S'il était le moins du monde dans le coup, il n'aurait tout de même pas eu l'inconscience de garder l'arme du crime. Alors se présentent spontanément deux nouveaux témoins, Madame Marie Combe et son époux, un routier. Or, Madame Combe est justement la serveuse qui vient en extra le dimanche soir à l'auberge de la Croix-Collée. Que dit-elle? Hier soir, oui, je les ai servis. Je voudrais signaler que M. Carré, la victime, portait une très grosse somme sur lui, car je l'ai vu quand il m'a payé. Oh, juste avant qu'il remette son portefeuille dans sa poche revolver, il y en avait au moins pour 10 000 francs. À nouveau, l'hypothèse du rôdeur qui tue pour voler ressurgit. Mais que dit M. Combe, le routier? J'étais vu, monsieur le commissaire, avec la voiture attendre ma femme pour la ramener à la maison. Sur le chemin du retour, nous avons dépassé l'attraction de Johanny Carré au grand tournant. J'ai pensé qu'il avait dû avoir une panne, mais comme sa femme m'a pas fait signe et qu'il y avait une autre voiture, une 203 noire à côté, je me suis dit qu'ils avaient dû trouver un automobiliste pour les aider. Je me suis pas arrêté. Cette deuxième voiture, monsieur Combe, elle était arrêtée à côté de l'attraction, sur la chaussée? Non, un peu plus loin, à 5-6 mètres devant. Il y avait un homme dedans dans une chemise claire. D'ailleurs, ma femme s'est retournée et elle a vu l'homme qui sortait et Madame Jeannette Carré qui se dirigeait vers lui. Nous approchons, pense le commissaire. Monsieur Combe ou Madame, avez-vous aperçu Johanny Carré dans sa traction avant? Non. Non, on l'a pas vu. Donc il y a tout lieu de penser qu'à ce moment-là déjà, il était effondré sur la banquette avant de sa voiture. Et cela confirme une chose. Vous m'avez dit tout à l'heure, madame, que Johanny Carré avait remis son portefeuille et tout son argent dans sa poche revolver. C'est exact. Donc, Jeannette Carré n'a pas pu effectivement voir l'assassin s'enfuir aussitôt après qu'il ait tiré les 3 coups de revolver, car pour voler ce portefeuille, il a fallu qu'il déplace sa victime, qu'il la pousse, qu'il la retourne. Or, Johanny Carré pesait 135 kilos, il était pratiquement coincé derrière son volant. Il a fallu du temps, des efforts, pour prendre ce portefeuille sur lequel il était assis et pesant de tout son poids. Donc, il y a tout lieu de penser que c'est bien Jeannette Carré que vous avez vu se diriger vers la voiture de l'assassin. Il a dû ralentir, tirer par la portière et aller s'arrêter quelques mètres devant. Oui, tout cela est lumineux, seulement le commissaire est bien embêté et tout repose sur un témoignage face aux déclarations de Jeannette Carré et il n'y a aucune preuve, rien qui puisse permettre d'inculper officiellement la jeune veuve. Et selon la loi, il va falloir la laisser repartir tout à l'heure. Bon, allez la chercher pour une dernière entrevue, mais si elle ne dit rien, je la laisse partir. Jeannette Carré entre dans le bureau du commissaire. Et il se passe à cet instant un coup de théâtre. Le coup de théâtre, comme on n'ose même pas en inventer dans les romans policiers. Jeannette Carré s'effondre et passe immédiatement aux aveux. C'est André Morel, notre commis, qui a tiré. Il est mon amant. Nous nous sommes mis d'accord pour supprimer mon mari et refaire ensuite notre vie. Ensemble. Refaire sa vie. Jeannette Carré ne pouvait avoir d'autre espoir. Car voici ce qu'elle a été, sa vie. Jeannette Serrani est née à Moïta, en Corse. Elle a été appelée très jeune par son oncle Antoine. Il tient un café
Perche du Roussillon. Il est devenu brutalement veuf et il a besoin d'une aide. Alors Jeannette vient avec son jeune frère. C'est une aide à bon marché pour l'oncle, qui les fait beaucoup travailler et les paye d'une maigre nourriture. Curieux personnage que l'oncle Antoine. Ancien tenancier d'une maison close à Annecy, il s'est retiré après quelques ennuis avec la justice. Il a encore une fille qui travaille pour lui à Lyon et il vit avec la servante de son café qui est sa maîtresse. Jeannette et son frère leur servent de domestiques à titre gratuit. Bientôt, Jeannette, minée par le travail incessant et la mauvaise nourriture, se met à tousser puis son mouchoir se tache de sang. On l'envoie au sanatorium puis on la rappelle très vite au café car l'oncle Antoine a des projets pour elle. À la table de poker qu'il dresse chaque soir, dans l'arrière-salle, vient s'asseoir souvent un homme important, c'est Johanny Carré, Monsieur Jo. Monsieur Jo, avec son triple menton, sa silhouette en bonbonne, a eu lui-même maille à partir avec la justice dans le temps. Il a été arrêté et soupçonné d'avoir participé à un meurtre, mais il a été relâché faute de preuves et depuis, il se tient à carreau, comme l'on dit dans le milieu. Il a une charcuterie-épicerie, l'un des plus gros commerces de la ville, auquel il vient d'adjoindre une brûlerie de café. L'oncle Antoine a des dettes envers Monsieur Jo, et Monsieur Jo vit seul. L'oncle Antoine lui propose d'épouser Jeannette. La jeune fille est affaiblie, amaigrie, isolée. Elle ne résiste pas et elle espère bien ainsi échapper à son oncle. Monsieur Jo, d'ailleurs, est très gentil. Il paye tout pour elle, des vêtements, le médecin, l'hôpital à nouveau. Quand elle sort, il l'épouse. Cela va durer 8 ans. Mais 8 ans de malheur pour Jeannette. Dans le magasin, elle fait bonne figure pour les clients, mais dans l'intimité, elle souffre. Jo se laisse aller, se néglige, il est sale, souvent ivre. Il passe ses nuits dehors avec une autre femme, une ancienne prostituée qu'il connaît depuis longtemps. Alors arrive André Morel, engagé comme commis pour la charcuterie. C'est un beau grand garçon frisé, d'un caractère un peu mou. Il ne résiste pas quand la patronne vient le rejoindre, c'est facile, il habite dans la maison. Alors quand Monsieur Jo est dehors ou quand il dort, bien que voulez-vous, c'est humain. Depuis 8 ans qu'elle vit avec ce gros homme qu'elle n'aime pas, Jeannette s'ennuie. Morel a perdu sa première femme, dont il a eu 2 enfants, mais il ne vit pas avec sa famille. Jeannette fait des projets. Et puis un jour, c'est le bonheur, Jeannette est enceinte. Mais le lendemain, c'est le malheur. Elle a annoncé la nouvelle à son mari et celui-ci a explosé de colère. Les médecins lui ont dit que son embonpoint ainsi qu'une maladie spécifique dont il souffre depuis des années le rendaient incapable de devenir père. Alors, il a menacé. « J'ai déjà tué, tu sais. » Si les docteurs ont raison, si jamais le gosse ressemble à un autre, s'il a les cheveux frisés comme Morel par exemple, hein, je vous tue tous les 3. Jusqu'à l'accouchement, c'est l'angoisse. Mais la petite fille vient au monde sans cheveux, ressemble à sa mère. C'est un moment de répit très court, car voici qu'un jour, Monsieur Jo annonce « Je suis sûr qu'elle n'est pas de moi. Je vais faire des analyses de sang, et alors tu vas voir !» Jeannette va retrouver le commis, le supplie de faire quelque chose. Mais quoi? Faudrait tuer le mari pour l'arrêter. Oh oui, faisons-le, supplie Jeannette, faisons-le. Nous serons libres après. Nous aurons le magasin, notre enfant. Morel résiste, d'autant plus qu'il a une fiancée ailleurs, une jeune fille, qui lui écrit de tendres lettres. Il préférerait la jeune fille plutôt que Jeannette et le crime. Mais il résiste mollement. Et enfin, les 2 amants combinent ensemble le guet-apens du grand tournant. L'attraction avant, gris-bleu, descend la route du col. Jeannette se sent soudain malade. Monsieur Jo freine. Jeannette sort avec le bébé. Derrière eux, dans la petite route qui coupe le bois juste avant le tournant, la 203 noire d'André Morel attend. C'est l'exécution à bout portant, quelques secondes plus tard. Morel a dérobé les portefeuilles. Il va essayer de les brûler. Cela ne marche pas. Alors il va les jeter dans le Rhône, ainsi que le pistolet de calibre 7,65 appartenant à Johanny Carré et que Jeannette avait dérobé en s'absentant quelques minutes de l'auberge pour être sûre que son mari ne pourrait pas se défendre. Jeannette Carré et André Morel seront condamnés à 15 ans de réclusion chacun. Pourquoi la même peine, pensez-vous, si c'est Morel qui a tiré? Eh bien justement, le tribunal a été impressionné par un détail. On a fini par retrouver dans l'énorme masse du corps de la victime, on a fini par retrouver la 3e balle. Oui, vous savez, celle qui était perdue, cette 3e balle, eh bien, ce n'est pas du 22 long rifle. C'est du
7,65. Elle a touché Monsieur Jo à la poitrine, plus bas que le niveau de la vitre. Comme si... Eh oui, comme si elle avait été tirée de l'intérieur de la voiture. Décidément, rien n'est jamais très clair lorsque la mort attend au grand tournant. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.